les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Unearthed qui vient tout juste d'arriver en magasin et que j'avais eu la chance de ramener du Gen Con. C'est un jeu publié en 2017 par la compagnie Brotherwise Game qui nous avait donné Boss Monster. Les deux auteurs sont Jason Horner et Matthew Ransom qui ont signé ma copie du jeu. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer de 30 à 60 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points en ramassant des cartes de ruines et en construisant des merveilles aussi avec les différentes tuiles pour pouvoir marquer des points. Les mécaniques de jeu, on va avoir du lancement de dés, on va avoir aussi un petit placement de dés. Donc les dés vont représenter des ouvriers qu'on va aller placer sur les différentes ruines et on va les lancer aussi quand on va les assigner. Si on va rouler bas, on va obtenir des pierres qui vont nous permettre de construire des merveilles. Et si on roule haut, ben, ça va être bon pour essayer de gagner le contrôle de la carte de ruine éventuellement, qui va aussi marquer des points en faisant des collections d'ensemble de la même couleur avec les différentes cartes de ruines. Alors, petit jeu assez simple, assez rapide, Unearthed. Je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va y aller pour un placement à 4 joueurs. On va commencer par construire le deck de ruines qu'on va utiliser pour la partie. Donc on va mélanger les cartes ruines. Par la suite, on va enlever les 5 premières cartes sans les regarder. On va les remettre dans la boîte de jeu. Elles ne seront pas utilisées pour la partie. Ensuite, on va prendre les cartes de fin de partie. On va en prendre une au hasard sans la regarder. Et on va la placer en dessous complètement du deck de ruines. Ça va être soit une ruine spéciale ou une carte qui va avoir un effet qu'on va lire quand on va la retourner rendue vers la fin de la partie. Par la suite, on va révéler 5 cartes de notre deck de cartes ruines qui vont être visibles à tous les joueurs au début de la partie. On va par la suite prendre le petit sac avec les jetons de pierres et on va placer des pierres sur les différentes ruines pour que ce soit égal au nombre qui est en bas à droite. Donc ici, j'aurai 3 pierres, 2 et 2. Par la suite, on va placer le sac et le reste des pierres accessibles à tous les joueurs sur la table. On va prendre du paquet de cartes merveilles. On va prendre un nombre de merveilles égal à x plus 2, x étant le nombre de joueurs. Donc ici, dans une partie à 4 joueurs, on va avoir 6 merveilles uniques. Le reste du paquet ne sera pas utilisé pour la partie, on peut le remettre dans la boîte. On va placer sur chacune des merveilles le jeton correspondant à l'image qui est sur la carte. On va aussi placer les merveilles mineures et les merveilles majeures qui sont en haut avec leur pile de jetons qu'on va mélanger et placer face cachée sur les cartes. Finalement, on va avoir le paquet de cartes des fouilleurs qu'on va mélanger et qu'on va se laisser de la place pour faire une défausse juste à côté. Chacun des joueurs va recevoir 5 dés de sa couleur, un dé à 4 faces, 3 dés à 6 faces et un dé à 8 faces. On va aussi leur donner une carte aide-mémoire pour l'ordre de tour de jeu. Et de l'autre côté, on a la valeur des différents points qu'on peut marquer en fin de partie selon les collections d'ensemble qu'on a fait. Chacun des joueurs va ensuite recevoir du deck de cartes ruines, une carte ruine qu'il va garder face cachée durant la partie. Il peut la regarder mais ne la montre pas aux autres joueurs. Et chacun des joueurs va recevoir 2 cartes de fouilleurs qu'ils vont mettre dans leur main de carte cachées aux autres joueurs qu'ils vont pouvoir utiliser pendant la partie. Pour déterminer le premier joueur, on va tout simplement lancer un dé et le joueur qui aura le plus haut sera le premier joueur. La première phase du tour de jeu est la phase des creuseurs. C'est là que les joueurs vont pouvoir jouer les petites cartes qu'ils ont en main pour faire différents effets. On a certaines cartes qui nous permettent d'influencer la valeur d'un dé qui est déjà placé sur une ruine. On peut aussi augmenter ou diminuer la valeur du dé qu'on va jouer pendant notre tour. On a certaines cartes qui nous permettent de placer un dé une fois qu'on va l'avoir lancé. On peut aussi avoir des cartes qui nous permettent de relancer des dés qui sont déjà placés sur les cartes de ruines. Et on a aussi des cartes qui nous permettent de jouer 2 dés dans le même tour au lieu d'1. Les joueurs peuvent jouer autant de cartes qu'ils le veulent. Une fois qu'une carte est jouée, elle est évidemment mise dans la défausse des cartes de creuseur. Lorsque le joueur a fini de jouer des cartes de fouilleur ou qu'il ne désire plus en jouer, il passe à sa deuxième phase de son tour de jeu qui est la phase d'excavation. C'est là que le joueur va jouer un de ses dés qui représente dans le fond ses ouvriers qu'il veut envoyer sur les cartes de ruine pour gagner des roches ou pour gagner le contrôle de la ruine. Donc il va choisir un de ses ouvriers et par la suite il va choisir sur quelle ruine il veut envoyer son ouvrier. Il va choisir de l'envoyer ici.
Une fois qu'il a fait son choix, il va lancer le dé et il va placer le dé sur la carte de ruine où il a été assigné. Si la valeur du dé est supérieure à 3, comme c'est le cas ici, il ne se passe rien de spécial pour le joueur. Tout ce qu'on a à vérifier, c'est si le chiffre de la ruine est atteint par le total des dés qui sont sur la carte. Donc ici, on a une valeur de 9 pour la ruine, on a un total de 4, comme il y a seulement un dé, donc il ne se passe rien encore une fois, et le joueur a terminé tout simplement son tour de jeu. Au tour suivant, un autre joueur pourrait venir lui aussi placer un de ses dés sur la même ruine, donc il va lancer son dé et le placer sur la carte. S'il roule un chiffre qui est inférieur à 3, donc 3, 2 ou 1, comme c'est le cas ici, il va gagner une des roches qui se retrouve sur la ruine. Il va la placer dans sa zone de jeu, il devra la placer pour construire son royaume dans lequel il va essayer de construire des merveilles. Les autres joueurs vont continuer, peuvent venir se placer sur la même ruine. Si on roule un 1, l'autre joueur va prendre la deuxième roche qu'il va acheter dans sa zone de jeu. Si un autre joueur vient, qu'il a un 2, donc c'est inférieur à 3, il gagnerait aussi une roche. Comme il n'y a plus de roches sur la ruine, il va tout simplement prendre le sac et en piocher une au hasard dans le sac qu'il va aller ajouter dans sa zone de jeu. Les tours de jeu vont continuer ainsi. Les joueurs vont continuer à placer des dés, réclamer des roches sur les différentes cartes de ruine. Et lorsqu'un joueur va venir placer un dé sur une ruine, va le lancer, ici il obtient 1, et que le total des dés arrive à égalité ou supérieur au chiffre en haut de la carte, on va réclamer la ruine. Donc là, ici, on a un total de 9 avec un seuil de 9 pour cette ruine-là. Le joueur qui a le plus haut dé, donc le dé avec la plus haute valeur, ça serait le joueur bleu qui a un 4 sur son dé. Le joueur bleu va réclamer la ruine, donc il va la gagner, la placer face visible dans sa zone de jeu. Donc, tout simplement, il va prendre la carte, la placer dans sa zone de jeu, ça va lui donner des points en fin de partie. Il va reprendre son dé. Tous les autres joueurs qui avaient un dé sur cette carte-là vont réclamer des cartes de fouilleur, donc une carte par dé. Donc le joueur orange va gagner 2 cartes de fouilleur parce qu'il avait 2 dés. Le joueur jaune va garder une carte et le joueur vert va gagner une carte. Il n'y a pas de limite de cartes fouilleur que vous pouvez avoir en main. Par la suite, on va prendre la première carte du deck de ruine qui va venir remplacer la ruine qu'on a réclamée et on va placer un certain nombre de tuiles de roche sur la ruine en les piochant aléatoirement dans le sac. Donc ici, j'aurai 3 roches et ensuite on va continuer la partie. Si jamais le joueur orange vient placer un dé sur la ruine ici, donc on voit qu'on arrive à un total qui est au-dessus de 13, et qu'ici on a 8, plus 6, ça fait 14, plus 1, 15. Donc on va réclamer la ruine. Le dé le plus haut l'emporte. Ici on a une égalité entre le joueur jaune et le joueur orange. Les deux ont une valeur de 4. À ce moment-là, on va regarder leur deuxième dé. Donc le joueur jaune a un dé 6 qui est avec une valeur de 3. Le joueur orange a aussi une valeur de 3, donc l'égalité persiste. On regarde un troisième dé pour ces joueurs-là. Le joueur orange aurait un dé 4 à 1. Donc c'est le joueur orange qui gagnerait l'égalité à ce moment-là. Il va gagner la carte de ruine et le joueur jaune, lui, va gagner 2 cartes de fouilleur. Si jamais on n'avait pas eu le dé 4, donc on aurait eu une double égalité et on n'a personne qui a un troisième dé. À ce moment-là, la ruine est perdue, donc personne va gagner la ruine et les deux joueurs vont gagner des cartes fouilleurs. Donc le joueur orange en gagnerait 2 et le joueur jaune aussi en gagnerait 2. À chaque fois que les joueurs vont gagner des jetons de roche, ils vont les placer devant eux dans leur zone de jeu. Chaque fois qu'ils vont en gagner une autre, ils vont la placer adjacente à des structures déjà existantes et ils vont essayer de faire avec leur roche un cercle pour laisser un trou au milieu pour pouvoir avoir un espace pour construire une merveille. Dès qu'un joueur place une roche et qu'il a un espace au milieu avec 6 roches autour, il construit une merveille. Il peut prendre une des merveilles qui ont un nom et un pouvoir s'il a les prérequis des couleurs de roche indiqués en bas des cartes. Donc par exemple ici pour faire la fontaine, il me faudrait une roche de chaque couleur et 2 roches de n'importe quelle couleur. Donc j'aurai le prérequis pour la construire, tandis que le temple à côté, il me faudrait 4 roches jaunes et 2 autres d'une autre couleur, donc je n'ai pas le prérequis avec les roches que j'ai présentement. On peut toujours aussi faire des merveilles mineures. Donc les merveilles mineures, ça prend n'importe quelle 6 roches de n'importe quelle couleur. Donc on pourrait la prendre et la construire. Et pour les merveilles majeures, ça me prend 6 roches de la même couleur pour pouvoir en construire une. Donc on pourrait par exemple ici construire la fontaine qu'on viendrait placer ici
dans le milieu de notre structure de roche. Le joueur va aussi prendre la carte pour se rappeler le pouvoir de la merveille qu'il vient de construire, soit que ça va lui donner un pouvoir pour le reste de la partie, ou que ça va lui donner une façon de faire des points, comme c'est le cas présentement avec la fontaine, qui va donner 2 points à la fin de la partie pour chaque roche du type que le joueur a le moins. Donc, il y a intérêt à ramasser des roches de plusieurs couleurs pour pouvoir faire des points avec cette merveille. Si la partie continue et que le joueur gagne de nouvelles roches, il va pouvoir les placer pour continuer les structures déjà présentes. Ça veut dire qu'une roche pourrait compter dans plus qu'une merveille, puisque celle qui est adjacente ici. Donc ça va seulement y en prendre 4 nouvelles pour pouvoir avoir une deuxième merveille. Donc si on prend exemple une merveille mineure, tout simplement il va y avoir une valeur en points de victoire qui est l'autre côté. Donc ici j'ai 3 points. Donc c'est entre 2 et 4 points pour les merveilles mineures et de 6 à 8 points pour les merveilles majeures. Le joueur va regarder ça et va la laisser cacher des autres joueurs. Donc les autres joueurs ne sauront pas combien ces merveilles valent de points. C'est important de bien placer nos pierres quand on va se mettre à construire pour avoir des merveilles, parce que lorsqu'une pierre est placée, on ne peut pas décider de la déplacer pendant la partie. Donc on peut seulement en ajouter et continuer la structure qu'on a débutée. La partie va se continuer, les joueurs vont continuer à placer leurs dés, à réclamer des ruines, à gagner des roches, construire des merveilles. Et lorsqu'on va rafraîchir les ruines et qu'on va arriver à la dernière carte du deck, qu'on se souvient qui est une carte spéciale de fin de partie, on va la révéler. Et ça peut être soit une ruine, donc on a des ruines spéciales de fin de partie qui valent beaucoup de points ou qui enlèvent des points. Donc ça peut être une de ces deux ruines-là, ou ça peut être une carte qui va avoir un effet. Donc ici, le Festival de la réclamation. Donc la valeur de nos dés va être de +1 pour le reste de la partie. Donc ça va activer ce pouvoir-là pour le reste de la partie. Et les joueurs vont continuer à jouer des tours jusqu'à ce que toutes les cartes de ruines aient été réclamées. À ce moment-là, on passe au décompte final. Les joueurs vont commencer par placer leurs ruines qu'ils ont gagnées pendant la partie par couleur. Donc plus on en a d'une couleur, plus ça va donner de points. On va se référer à la carte de scoring pour voir combien on fait de points. Ici, j'ai 3 ruines d'une couleur, ça me donne 12 points. 2 ruines d'une couleur, 6 points. Et une ruine d'une couleur, ça donne 2 points. Ça fait un total de 20 pour nos ruines. Si jamais on avait eu une ruine de chacune des 5 couleurs, ça aurait donné un bonus de 5 points. On va par la suite regarder nos merveilles. Donc, on a nos 2 merveilles mineures. Donc, 2 points plus 3 points. Ça fait 5. Notre merveille spéciale qui nous donne 2 points par type de roche qu'on a le moins. Donc, c'est le orange qu'on a le moins. Donc, ça fait 4 points pour ma merveille spéciale. Ça fait un total de 9 pour mes 3 merveilles. Si jamais on a 3 merveilles et plus dans notre tableau, donc qui est le cas ici, on fait aussi un bonus de 5 points. Donc, mes merveilles vont m'avoir donné 14 points au total. Mes ruines m'ont donné 20 points, ce qui me fait un total de 34. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs, c'est le joueur qui a la carte de ruine la plus haute. Évidemment, s'il y a plusieurs cartes à 17, ça va être celui qui en a ramassé le plus. S'il y a encore une égalité, on va tomber avec les ruines à 15, après les ruines à 13, etc. jusqu'à temps qu'on départage l'égalité pour avoir un vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Unearth. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Unearth? On va regarder premièrement ce que j'ai adoré, les points positifs. Premièrement, le matériel que vous avez dans le jeu, c'est vraiment bien des grosses cartes. De bonne qualité, des dés, vous avez des jetons en carton, donc vous avez beaucoup de matériel dans le jeu pour le prix que vous payez. Donc c'est un jeu qui se vend une trentaine de dollars, donc très abordable comme jeu. Vous arrivez dans votre argent là, quand vous achetez ça, donc ça c'est vraiment positif. On dirait que c'est rendu rare des jeux qui coûtent 30 dollars. D'habitude on est tout le temps à 50, 60, même 80 là, pour des jeux aujourd'hui, donc ça coûte cher. Fait que ça fait du bien de voir un jeu qui est moins dispendieux. Le visuel du jeu, je l'adore aussi. Donc, encore une fois, ils sont allés dans un style jeu vidéo un peu rétro. Ça me fait penser un peu à Minecraft avec les roches, la manière qu'ils sont faites, tout ça, le visuel des ruines et tout ça. Donc, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais aussi aimé Boss Monster pour la même raison. Ça m'avait attiré d'avoir de l'artistique qui était comme 8 bits, jeu vidéo rétro. Fait qu'ils sont restés dans le même univers comme ça pour le visuel. Puis je pense que c'est aussi ce qui fait leur marque de commerce à Brotherwise. Donc, ils ont bien fait de profiter de ça. Je pense que c'est encore bien réussi pour le visuel.
C'est un jeu qui est extrêmement simple, extrêmement rapide. Donc, une demi-heure à 1 heure, mais c'est vraiment plus proche de la demi-heure que de l'heure. Donc, ça joue vraiment rapidement. À 2, 3, 4 joueurs aussi, c'est presque aussi rapide. C'est sûr que c'est un peu plus long à 4, mais vraiment pas long. Je pense que ça nous a pris comme 35-40 minutes une partie à 4, donc c'est très rapide. Puis c'est correct aussi pour la durée pour un jeu de ce style-là. C'est quand même un jeu de dés à la base, donc on veut pas nécessairement que ça dure 2 heures parce que c'est un jeu qui a beaucoup de hasard. Donc je pense qu'ils ont bien misé dans la durée du jeu pour ce que le jeu représente. Le jeu a aussi une belle rejouabilité. On a les cartes de fin de partie, donc qui sont différentes à chaque partie. Puis c'est toujours une surprise, on ne sait pas c'est laquelle, donc on a une petite surprise rendue à la fin, ça fait que c'est différent à chaque partie. Vous avez les merveilles spéciales, ceux qui donnent des pouvoirs ou qui donnent des points de façon différente. Eux autres aussi, vous en utilisez un certain nombre à chaque partie, puis on voit qu'il y en a quand même pas mal dans le paquet, fait que ça va être différent à chacune des parties pour ça aussi, fait que c'est quand même bien. Les cartes de fouilleurs, par exemple, eux, il n'y en a pas tant de modèles que ça, donc ça va revenir rapidement aux mêmes cartes. Mais sinon, là, pour la rejouabilité, pour changer un petit peu le style avec les merveilles, puis les cartes de fin de game, je pense que ça ajoute un petit peu de piquant, puis ça ajoute des différences entre les parties. Pour les côtés négatifs que j'ai aimé un petit peu moins, ça reste un jeu de dés évidemment. Donc qui dit jeu de dés dit beaucoup de hasard. Donc oui, on est pris un petit peu par les résultats de nos dés. Oui, on peut essayer de les contrôler avec les cartes, mais ça reste un jeu de dés. Le jeu, quelque chose qui est bien fait, par exemple, pour mitiger un peu le hasard, c'est le mécanisme de rattrapage. Donc, évidemment, si tu roules bas, tu ne gagneras pas beaucoup de ruines parce que c'est toujours le dé le plus haut qui la gagne, mais tu vas gagner des roches qui vont te permettre de faire des merveilles. Le joueur qui roule haut, lui, va simplement placer ses dés. Le problème, c'est que si le joueur roule haut, son dé est là, il ne gagne pas de roche, puis c'est fini tout simplement. Puis là, les autres joueurs vont continuer à placer des dés, puis un joueur qui vient placer un dé juste après toi, mais qui roule plus haut, ben c'est lui qui gagne la carte. Fait que ton dé que tu as mis qui est haut va avoir beaucoup aidé les autres, mais à la fin, il ne te donnera pas grand-chose. Il va te donner une petite carte que tu vas gagner, mais c'est tout. Tu n'auras pas eu de roche, puis tu n'auras pas eu de carte de ruine. Puis c'est les deux choses qui vont faire des points dans la partie. C'est le nombre de ruines que tu as, puis c'est les merveilles que tu réussis à construire. Fait que des fois ça peut être frustrant justement oui on peut bien rouler haut puis on dit ah ben là je suis en bonne position, mais là les gens vont venir comme pouf voler les ruines sous notre nez puis t'auras rien eu en échange. Fait que ça c'est peut-être un petit peu plate dans le jeu là. On dirait aussi que la valeur des points de victoire des ruines versus des merveilles est pas tant équilibrée. Donc les ruines c'est beaucoup plus payant que les merveilles. Des fois on peut faire une partie puis on construit même pas une merveille parce qu'on n'a pas roulé bas de la partie beaucoup, on n'a pas ramassé assez de roches pour faire des merveilles. Fait que c'est vraiment les ruines qui sont le cœur du jeu. Donc évidemment si on se fait tout le temps voler nos ruines parce que quelqu'un finit par mettre un dé plus haut que nous autres, ben on n'en ramasse pas beaucoup. On va se ramasser assez handicapé. Fait que je sais pas s'il aurait peut-être pu donner des plus hautes valeurs un petit peu aux merveilles justement pour permettre aux joueurs qui roulent bas puis qui vont ramasser moins de cartes de ruines, de rattraper un petit peu plus puis d'avoir un petit peu plus d'avantages dans le jeu. Oui, les merveilles donnent des petits pouvoirs, mais on dirait que c'est pas assez pour compenser la valeur que les ruines peuvent donner en points de victoire. Donc, il aurait peut-être un petit peu travaillé cet aspect-là aussi. Donc, ça reste quand même un jeu de dés. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à un jeu qui est très stratégique, qui est très profond non plus, mais ça reste un petit filler, dans le fond, quelque chose de léger qu'on veut jouer. Je pense que ça va faire un bon petit jeu familial aussi, parce qu'avec le visuel Minecraft, je pense que les jeunes vont apprécier un jeu comme ça. Ils vont peut-être s'intéresser justement à ce jeu-là à cause de son visuel qui est particulier, puis qui est relié à un univers que les jeunes puissent connaître beaucoup. Alors, Unearth, je vais lui donner une note de C+. Donc, pour un jeu qui est correct, qui est bon, on s'enligne vers près du bon jeu, mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Il manque un petit aspect peut-être un peu plus stratégique versus la chance des dés. Donc, d'avoir peut-être mieux équilibré certaines choses dans le jeu pour que ce soit peut-être mieux balancé. Moi, j'ai été peut-être un petit peu déçu du jeu. On dirait qu'il y avait un gros hype à Gen Con avec ce jeu-là. C'était un des jeux qui était sur les listes de beaucoup de gens. Il y avait pas mal de monde quand on est allé l'acheter à ce moment-là. On a attendu quand même pas mal. Mais bon, ça reste un jeu léger. J'avais peut-être des attentes qui étaient un peu hautes pour le jeu. Donc, c'est pour ça que je lui donne une note de C+.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez aller nous visiter sur notre site web Passion Board Game pour avoir plein de nouvelles et d'actualités sur les jeux de société. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de game.